Je suis rentrée à la maison 3 mois plus tôt que prévu et j'ai trouvé mon fils, Lucas, brûlant de fièvre. Il n'était pas dans son lit, ni même dans sa chambre, mais recroquevillé sur le sol d'un petit débarras au fond du couloir, comme s'il n'avait plus sa place dans sa propre maison. Il y avait une assiette en carton à côté de lui avec du riz froid, auquel il n'avait visiblement pas touché. Pendant un instant, je suis restée pétrifiée, incapable de bouger, car chaque mois, j'envoyais 4 500 € à mes parents, leur faisant une confiance absolue pour qu'ils s'occupent de lui, pour qu'ils le protègent et qu'ils l'aiment, et c'est sur ce spectacle que je tombais en arrivant. C'est à ce moment-là que je l'ai pris doucement dans mes bras, que j'ai attrapé mon téléphone et que j'ai décidé que tout allait changer radicalement. Laisser mon fils à mes parents n'aurait jamais dû être perçu comme un risque. À l'époque, cela me semblait être la décision la plus sûre que je pouvais prendre. Mon travail de consultante internationale m'obligeait à voyager souvent, avec des déplacements prolongés et des horaires imprévisibles, et je ne voulais pas qu'il grandisse entouré de babysitter ou d'inconnus. Je voulais qu'il soit avec sa famille, avec des gens qu'il aimait sincèrement. J'ai donc choisi mes parents. Ils avaient insisté, ma mère me disant, en lui tenant la main comme elle tenait autrefois la mienne, « Ne t'inquiète de rien, nous allons nous occuper de lui comme si c'était notre propre enfant. » Et je l'ai cru. Chaque mois, sans faute, je leur virais ces 4 500 €. Ce n'était pas parce qu'ils me le demandaient, mais parce que je voulais que mon fils ne manque de rien, une nourriture de qualité, du confort, de la stabilité et un vrai foyer chaleureux. Au début, tout semblait parfait. Ma mère m'envoyait des photos sur WhatsApp, mon père me donnait de brèves nouvelles au téléphone. « Il va très bien, ne te fais pas de soucis pour lui, concentre-toi sur tes dossiers. » Et je l'ai fait, parce que j'avais une confiance aveugle en eux. Ma sœur cadette, Élodie, était également revenue s'installer chez eux durant cette période, emmenant sa fille, Manon, avec elle. Elle prétendait que c'était temporaire, juste le temps de se remettre sur pied après son divorce. Je n'y avais pas prêté attention plus que cela. Au contraire, je pensais que ce serait une bonne chose pour Lucas d'avoir quelqu'un de son âge à la maison. Mais avec le recul, il y avait des signes, des petits détails que j'avais ignorés, des appels téléphoniques plus courts, des appels vidéo souvent déclinés sous divers prétextes, et cette façon qu'avait mon fils d'hésiter avant de dire que tout allait bien. Je me persuadais que je me faisais des idées, mais j'avais tort. Je n'étais pas censée rentrer cette semaine-là. Mon vol de retour était réservé pour dans 3 mois, et personne ne savait que j'avais modifié mes plans. Cela devait être une surprise. J'imaginais déjà passer la porte, voir mon fils courir vers moi avec ce sourire qu'il avait toujours en m'apercevant. Au lieu de cela, l'atmosphère de la maison m'a paru oppressante dès que j'ai franchi le seuil. C'était trop calme, pas d'un calme paisible, mais d'un calme vide. J'ai posé mon sac lentement, en écoutant les bruits de la maison. Pas de rire, pas de bruit de télévision, aucun mouvement. « Maman » ai-je appelé. Pas de réponse. Je me suis avancée plus profondément dans la maison, ma poitrine se serrant à chaque pas. C'est là que j'ai remarqué sa chambre. La porte était ouverte, mais à l'intérieur, ce n'était plus sa chambre. Les murs avaient été repeints en rose. Des jouets que je ne reconnaissais pas jonchaient le sol. Un petit lit d'enfant se trouvait dans le coin. La voix de ma nièce provenait de l'intérieur, elle chantonnait doucement en jouant. Je suis restée figée. Pendant une seconde, mon cerveau a refusé d'analyser la situation. Puis une pensée m'a frappée de plein fouet, « Où est mon fils ?» Je me suis retournée brusquement, le cœur battant à tout rompre, fouillant chaque pièce du regard. La cuisine était vide, le salon était vide, la salle de bain était vide. C'est alors que j'ai entendu un son étouffé venant du fond de la maison. J'ai suivi ce bruit dans le couloir, dépassant la buanderie, jusqu'à un petit cellier servant de débarras. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussé doucement, et il était là, recroquevillé par terre, en sueur, tremblant de tout son corps. Sa peau était brûlante de fièvre. « Maman » a-t-il chuchoté d'une voix faible en me voyant. Il y avait cette assiette en carton à côté de lui, ce riz froid tout sec sur les bords, intact. Mes mains se sont mises à trembler alors que je tombais à genoux à ses côtés, posant ma paume sur son front. Il était bouillant. Et à cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai pas crié.
Je n'ai pas paniqué. J'ai soulevé mon fils avec précaution, le serrant contre moi alors qu'il reposait sa tête fragile sur mon épaule, et j'ai marché droit vers le salon. C'est là que je les ai trouvés. Ma mère était assise sur le canapé, regardant tranquillement une émission à la télévision. Mon père lisait le journal comme s'il s'agissait d'un après-midi tout à fait normal. Ils ont levé les yeux vers moi, et pendant un long moment, personne n'a dit un mot. Puis ma mère a souri. « Ah, tu es rentré plus tôt, a-t-elle dit, comme si de rien n'était. Comme si mon fils n'était pas en train de brûler de fièvre dans mes bras. « C'est quoi, ça ?» ai-je demandé calmement. Ma voix ne tremblait pas, ce qui sembla les déstabiliser. Mon père a abaissé son journal lentement. « De quoi parles-tu » Je me suis avancée juste assez pour qu'il puisse bien le voir, sa sueur, son visage pâle, et la façon dont il n'avait même plus la force de se tenir à moi. Le sourire de ma mère s'est légèrement effacé, mais ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de l'agacement. « Il va bien ?» a-t-elle lancé rapidement. « C'est juste une petite poussée de fièvre. » « Une petite fièvre » ai-je répété. « Et le débarras ? Pourquoi était-il là-dedans ?» Ma mère a soupiré comme si c'était moi qui rendais les choses difficiles. « Ta sœur avait besoin d'espace » a-t-elle dit. « Elle aussi a un enfant à charge. » Je l'ai fixé, attendant la suite, mais il n'y en eut pas. Aucune excuse, aucune explication valable, juste une justification froide. Mon père a fini par ajouter « Tu surréagis. On s'occupe de lui. » À ce moment-là, un silence total s'est fait en moi. Ce n'était pas de la colère, ni de la tristesse, mais une clarté absolue. Parce qu'à cet instant, j'ai compris exactement qui ils avaient choisi, et ce n'était pas mon fils. Je n'ai pas cherché à discuter avec eux. Cela ne servait à rien. Des gens capables de regarder un enfant malade et de continuer à défendre leur choix ne cherchent pas à comprendre, ils ont déjà décidé qu'ils avaient raison. Alors, au lieu de hausser le ton, j'ai ajusté ma prise sur mon fils, j'ai fait demi-tour et je me suis dirigée vers la porte d'entrée. « Où est-ce que tu vas ?» a crié ma mère. Je ne me suis pas arrêtée. « Je vais régler ça » ai-je répondu calmement. Ce fut la dernière chose que je leur ai dite ce jour-là. J'ai conduit directement aux urgences pédiatriques. À notre arrivée, Lucas ne réagissait presque plus. Le médecin m'a dit que sa fièvre était dangereusement haute depuis des heures, peut-être plus. Des heures, pendant que j'envoyais de l'argent, leur faisant confiance. Je suis restée à son chevet toute la nuit, surveillant chaque moniteur, chaque mouvement, chaque respiration. Et pendant qu'il dormait, j'ai commencé à passer des appels calmes, de ceux qui n'impliquent pas d'émotion mais uniquement des décisions. Car ce que mes parents n'avaient pas réalisé, c'est que les 4 500 € que j'envoyais chaque mois n'étaient pas qu'un simple soutien. C'était le socle sur lequel reposait toute leur maison. Le crédit immobilier était payé depuis mon compte. Les factures d'électricité et d'eau étaient en prélèvement automatique sur le mien. Les courses, les frais de scolarité, les assurances, tout passait par moi. Pendant des années, j'avais rendu leur vie confortable sans jamais le crier sur les toits, parce que je pensais que c'est ce qu'on fait pour sa famille. Mais maintenant, je ne raisonnais plus comme un membre de la famille. Je raisonnais comme quelqu'un qui venait de voir la vérité en face pour la première fois. Au matin, tout était en marche. Comptes examinés. Virements annulés. Accès bancaire restreint. Sans éclat de voix, sans drame, mais avec une précision chirurgicale. Car lorsque les gens confondent votre gentillesse avec une obligation, la seule façon de les corriger est de supprimer cette source totalement. Le premier appel est arrivé 2 jours plus tard. J'étais assise à côté du lit d'hôpital de mon fils quand mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai regardé l'écran, c'était ma mère. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis j'ai décroché. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle exigé immédiatement. Pas de bonjour, aucune nouvelle de Lucas, juste de la panique. Je suis restée silencieuse. « Il n'y a plus d'électricité ?» a-t-elle continué. « La carte ne fonctionne plus. La banque dit qu'il y a un problème avec le compte. »« Je sais » ai-je répondu calmement. Un silence s'en est suivi. Puis, sur un ton plus sec cette fois,
règle ça tout de suite. J'ai jeté un coup d'œil à mon fils, qui dormait paisiblement maintenant que sa fièvre était enfin tombée. Non, ai-je répliqué. Ce seul mot a tout changé. Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça, a hurlé la voix de mon père en arrière-plan. C'est nous qui t'avons élevé. Et c'est moi qui vous ai entretenu pendant des années, ai-je dit. C'était ta responsabilité, a rétorqué ma mère. Non, ai-je corrigé doucement. C'était mon choix. Un autre silence, plus lourd celui-là, s'est installé. Et ta sœur alors, a-t-elle ajouté rapidement. Elle a un enfant. Où sont-ils censés aller? J'ai pensé à la chambre de mon fils, celle qu'ils avaient donnée sans aucune hésitation. Ils trouveront une solution, ai-je dit. Ma voix ne s'est pas élevée. Ce n'était pas nécessaire car, pour la première fois, ils comprenaient enfin quelque chose qu'ils avaient ignoré pendant des années, la stabilité sur laquelle ils comptaient n'avait jamais été la leur, et en un instant, elle s'était évaporée. Lucas est sorti de l'hôpital 3 jours plus tard. À ce moment-là, j'avais déjà signé le bail pour un petit appartement en centre-ville. Rien d'extravagant, juste un endroit propre, calme et sécurisé. La première nuit, il a de nouveau dormi dans son propre lit. Pas de débarras, pas de riz froid, pas de silence synonyme de négligence, juste la paix. Il m'a tenu la main avant de s'endormir, comme il le faisait quand il était plus petit. Est-ce qu'on va rester ici maintenant, a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Oui, mon chéri, on reste ici. Il a souri, et cela m'a suffi. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents pendant des semaines. Quand j'en ai enfin reçu, ce n'était pas pour des excuses. C'était un message me demandant si je m'étais enfin calmée. Je n'ai pas répondu, car certaines situations ne nécessitent plus de discussion. Elles nécessitent de la distance. J'avais l'habitude de croire que la famille signifiait un soutien inconditionnel. Maintenant, je comprends mieux, le soutien ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité de son enfant. Et cette fois, c'est lui que j'ai choisi.